Bonjour à tous. Après avoir abordé la nouvelle vision du monde, à la fois d'un monde qu'on imaginait moins grand et d'un monde qu'on voit différemment, après avoir évoqué aussi la nouvelle vision de l'homme et de Dieu, qu'ont les humanistes et qu'ont également les réformateurs protestants, nous abordons la nouvelle vision artistique qui découle de ces profonds bouleversements. En quoi consiste cette transformation? En quoi la nouvelle vision du monde, en quoi la nouvelle vision de l'homme, en quoi la nouvelle vision de Dieu peut avoir une influence importante? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, et nous pouvons déjà, avec cette première page, comparer trois œuvres qui donnent un aperçu de ce qu'est cette transformation. Trois œuvres qui ont l'avantage de représenter la même chose. C'est une scène religieuse, dans les trois cas, il s'agit d'une représentation de la Vierge à l'enfant. Nous commençons à gauche, nous avons une page d'un psautier, donc c'est-à-dire que ce que nous avons comme œuvre ici, c'est une enluminure, c'est un décor de livre qui remonte au XIIe siècle, qui vient d'Angleterre, et cette représentation est intéressante parce qu'on a affaire à un dessin, j'allais dire plus qu'à une peinture, une vierge effectivement, avec un enfant sur ses genoux. Maintenant, il est difficile de savoir que c'est une femme, les traits sont très schématiques, le vêtement est également extrêmement stylisé, on a une couronne qui indique qu'on a une personne royale, on a effectivement un individu en miniature sur les genoux, dont on peut penser que c'est un enfant, autour un palais qui est représenté plus comme un plan, ou comme une esquisse, ou comme un symbole que comme un véritable bâtiment, et devant ce personnage royal, un personnage plus petit, qui doit indiquer une différence hiérarchique. Cette représentation est intéressante parce que le souci de l'auteur n'est pas de représenter la réalité telle qu'on la voit, mais de représenter la réalité telle qu'elle est, philosophiquement, religieusement, socialement, c'est-à-dire qu'on représente un personnage plus grand que les autres parce qu'il est plus important que les autres dans la société, dans la religion, même si peut-être que physiquement ce personnage est plus petit que les autres et de petite taille. On symbolise le bâtiment à très très simple parce que ça n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la reine du ciel qui tient sur ses genoux le sauveur de l'humanité. Mais on a une représentation, encore une fois, très schématique, très symbolique. Avec l'œuvre centrale, nous changeons de pays, puisque nous arrivons cette fois-ci en Italie, avec un artiste italien, Cimabue. Déjà c'est intéressant parce qu'on connaît son nom. Là on sait qui a réalisé cette œuvre. Il s'agit ici d'une peinture sur bois, et une peinture à fond doré. On voit l'influence que subissent les Italiens à partir de l'Empire byzantin, parce que le fond doré, c'est vraiment typique du christianisme orthodoxe et du monde byzantin. En même temps, ce fond doré est une façon de placer les personnages dans une sorte d'ailleurs, dans une sorte de monde un peu éternel, différent du nôtre. Nous avons là encore une Vierge à l'enfant, elle est toujours assise sur un trône, elle est entourée d'anges. On peut constater que tous les personnages ont une auréole, qui est là aussi donc est une sorte de lumière qui se dégage de la personne et qui est symbolisée par une sorte de rond doré. La Vierge et l'enfant sont représentés de façon un peu moins schématique, les vêtements, les plis des vêtements sont déjà beaucoup mieux reproduits. Le Christ est plus un adulte en miniature que véritablement un enfant, mais on commence à avoir des traits un peu mieux dessinés, un peu plus nuancés. On a également, quand on regarde le trône, un effort pour représenter la profondeur, pour représenter le volume, pour représenter les trois dimensions, même si ça reste encore assez esquissé. Donc on observe une évolution, on est toujours face à la reine du ciel, qui est sur un trône, qui tient sur ses genoux le sauveur, entouré par les anges, dans une sorte de monde éternel et au ciel.
mais on a une représentation qui s'inspire un peu plus de ce qu'on voit, notamment dans la reproduction des vêtements. Maintenant, si nous passons à la troisième œuvre, nous sommes toujours en Italie, mais nous ne sommes plus au XIIIe siècle, comme la seconde, nous sommes ici au XVe siècle. Nous sommes au XVe siècle avec Filippo Lippi. Nous avons une œuvre, cette fois-ci, qui est très différente, puisque ce qui frappe d'abord, c'est la représentation réaliste du volume. Nous sommes dans une maison, comme on peut en avoir en Italie à l'époque. Ce qui frappe, c'est l'espace. Et dans cet espace, au premier plan, se trouve assise une jeune mère avec son enfant, une mère que rien ne semble distinguer des italiennes de l'époque avec leur enfant. L'auréole ici n'apparaît presque pas, je ne sais même pas si vous la distinguez ou si vous l'auriez remarqué sans que je vous le dise. Vous constaterez aussi que l'enfant ici a vraiment un aspect de très jeune enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, et ici, on a une représentation qui correspond à une pièce d'un palais telle qu'on pourrait la voir réellement. On a une perspective, on a des personnages qui sont en arrière-plan et qui sont du coup plus petits. On a la Vierge et l'enfant au premier plan, représentée avec un grand réalisme, avec une finesse aussi dans les traits et avec une différence très claire entre les traits d'un enfant et les traits d'un adulte. Donc ici, on est beaucoup plus dans ce qu'on voit. La première œuvre, c'est clairement la représentation symbolique d'une réalité essentielle. La deuxième, on reste également profondément dans le symbole, mais la représentation devient plus réaliste. La troisième, elle est profondément réaliste. On représente les choses telles qu'on pourrait les voir. Ça, c'est une différence importante avec la Renaissance. On observe la même chose avec ces deux œuvres. Là encore, on a dans les deux cas le même thème, une scène religieuse. Il s'agit de l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle va avoir un enfant. Nous avons ici deux œuvres intéressantes parce qu'elles sont séparées par 50 ans. Elles sont séparées par 50 ans. D'un côté, nous sommes dans le nord de l'Europe avec les frères Limbourg, nous sommes dans une illustration de livres, et on s'aperçoit qu'il y a des efforts pour représenter la perspective, pour représenter les trois dimensions, pour représenter le volume. Mais c'est fait de façon encore assez maladroite. En revanche, dans la deuxième œuvre de Piero della Francesca, nous sommes là, dans la partie supérieure, face à une annonciation où l'impression de profondeur, de volume est parfaitement rendue. On sent que la perspective est très bien connue et maîtrisée. On a un changement complet dans l'architecture. Dans le premier, on est dans une architecture gothique. Dans le deuxième, ici, on est dans une architecture antique. Les deux personnages, l'ange comme la Vierge, sont ici en volume, en 3 dimensions, très clairement, on dirait des statues. Et ce qui est amusant, c'est que leur auréole est représentée comme un disque d'or, lui aussi en 3 dimensions, suspendu dans l'espace. Dans le premier, on a un disque doré à plat. Ici, on retrouve cette idée du disque doré, mais c'est un disque doré en 3 dimensions qui flotte au-dessus de la tête des personnages. Là encore, on voit bien que le thème est le même, que la religion reste très importante, mais en revanche, la façon de représenter les différents éléments, la façon de représenter les bâtiments, l'architecture, le style, tout ça est en train de changer profondément. Et bien ça, c'est la Renaissance. C'est un changement artistique profond que nous allons chercher à analyser. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux acteurs de cette transformation. En effet, l'art, dépend d'artistes, l'art est réalisé par des artistes, mais ces artistes ne peuvent évidemment pas travailler s'ils n'ont pas de clients. Et ces clients, c'est ce qu'on appelle des mécènes. Ce sont des gens riches qui sont en mesure d'acheter ces œuvres, de faire travailler les artistes, de payer les matériaux, de payer la main-d'œuvre. Qui sont ces mécènes? Qui sont ces commanditaires? Eh bien, on pourrait dire qu'il y en a 2 grandes catégories. Nous avons tout d'abord les mécènes traditionnels, les mécènes que l'on trouve déjà au Moyen-Âge. Qui sont-ils? Eh bien, vous avez face à vous le portrait d'un de ces mécènes. Nous avons un tableau de Piero della Francesca du XVe siècle qui représente Frédéric de Montefeltre, duc d'Urbino. Urbino est une cité-État, une cité indépendante d'Italie,
et le duc d'Urbino en est le chef d'État. Donc nous avons devant nous un chef d'État, au même titre que des rois, que les empereurs, que le roi de France par exemple, et ce chef d'État commande des œuvres à des artistes. Il se fait ici représenter devant un paysage de son pays, de son territoire. Il est représenté de profil, c'est de cette façon que les personnes sont représentées sur les médailles ou sur les pièces de monnaie. Ça rappelle aussi les représentations d'empereurs sur des pièces romaines. À vrai dire, il y a aussi une raison plus matérielle de se faire représenter de cette façon-là. Il se trouve que Frédéric de Montefeltre, suite à un accident, enfin plutôt à une blessure de guerre, a la moitié droite du visage gravement abîmée par un coup de lance. Il a reçu une blessure. Et d'ailleurs on le voit parce qu'on a un creux au-dessus du nez qui est quand même très marqué. Donc en fait une partie du visage, on va dire qu'il est défiguré sur la partie droite à cause d'une blessure, et il va donc évidemment présenter son bon profil. En tout cas ici nous avons la représentation d'un prince, d'un souverain. Ce sont des mécènes assez classiques. Roi, empereur, grand seigneur, ils commandent des œuvres, ils commandent des portraits, ils commandent des scènes de bataille, ils commandent aussi des scènes religieuses. Bien entendu, lorsqu'on parle de scènes religieuses, les mécènes principaux, et en plus il s'agit de mécènes qui ont des ressources financières très importantes, les mécènes principaux sont les hommes d'église. C'est l'Église catholique qui commande beaucoup d'œuvres, qui commande des œuvres pour les églises, mais aussi pour les palais des dirigeants de l'institution. Nous avons ici un exemple de tableau présenté dans une exposition. Il s'agit d'un tableau d'un peintre romain qui s'appelle Raphaël, qui a ici représenté le pape Léon X. Nous sommes au début du XVIe siècle, et nous avons un exemple justement de ces portraits que peuvent commander les hommes puissants aux grands artistes de leur époque. Pourquoi commande-t-on ces tableaux? On les commande parce qu'il s'agit de montrer que l'on est quelqu'un d'important. Le mécène, qui en fait fait appel aux meilleurs artistes, montre sa puissance, montre sa richesse. Et puis on a aussi une idée à l'époque que ce qui est beau est bon, et inversement. Et donc si un dirigeant peut avoir les œuvres, peut faire travailler les meilleurs artistes, peut avoir autour de lui les plus belles œuvres, eh bien c'est qu'il est aussi un bon dirigeant, quelqu'un d'efficace. Donc l'art, ça n'est pas acheter des œuvres d'art, ça n'est pas simplement le goût de la collection, ça n'est pas simplement un plaisir, c'est aussi une forme de propagande, c'est une façon de montrer sa grandeur et sa puissance. Nous avons d'ailleurs ici un tableau de Sandro Botticelli. Nous sommes ici à Florence, toujours en Italie. Nous sommes ici au XVe siècle, fin XVe siècle. Et nous avons ici un tableau qui est intéressant parce que c'est une scène religieuse, l'adoration des rois mages. Nous avons au centre du tableau, très clairement, la Vierge, l'enfant. Derrière Saint Joseph, nous sommes dans la crèche. Et nous avons l'adoration des bergers et des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Scène religieuse tout à fait typique, qui pourrait très bien, peut-on penser, être commandée par des hommes d'église pour une église. Eh bien en fait non, cette scène a été commandée par les dirigeants, par la famille qui dirige Florence, la famille de Médicis. Et c'est une famille intéressante parce qu'elle elle est une bonne transition entre les anciens mécènes, à savoir les chefs d'État, à savoir les grands seigneurs, mais aussi l'Église catholique, et les nouveaux commanditaires, les nouveaux mécènes. Ces nouveaux mécènes, ce sont des bourgeois, ce sont des commerçants, ce sont des banquiers qui s'enrichissent grâce au commerce, et qui eux aussi veulent acheter des œuvres d'art, qui eux aussi se font construire des maisons, des palais, pour montrer leur puissance, et eux aussi, donc, deviennent des mécènes, veulent avoir les meilleurs artistes autour d'eux. Certains deviennent tellement puissants qu'ils sont capables de prendre la tête
de leur cité, de leur pays. C'est le cas des Médicis qui au départ sont des commerçants, drapiers, qui vont devenir des banquiers et qui vont finalement devenir les dirigeants de la cité de Florence. Eh bien, vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre cette scène religieuse et la famille de Médicis? Eh bien, vous allez le comprendre. Quelqu'un qui a vécu à l'époque reconnaîtrait immédiatement les personnes qui sont représentées, parce que c'est autant un portrait de famille qu'un tableau religieux. Nous avons en effet, tout à fait à gauche, Laurent de Médicis. Laurent de Médicis est un très grand personnage de la famille de Médicis, c'est celui qui a commandé le tableau. On le surnomme le Magnifique, c'est pas parce qu'il est beau, il ne l'est pas, c'est parce qu'il est munificent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire profiter les autres de sa fortune, qui n'hésite pas à faire appel à des grands artistes, qui n'hésite pas à être un généreux mécène. Nous avons également, représentant un des rois mages, son grand-père, Côme l'Ancien, qui est à l'origine de la fortune de la famille. Nous avons également son père, Pierre, dit le Goutteux, parce qu'il a des problèmes de rhumatisme. Nous avons son oncle, Jean de Médicis, son frère, Julien de Médicis, assassiné lors d'une conjuration. Nous avons aussi, tout près de lui, un ami que nous avons déjà rencontré dans le cours précédemment, Pico della Mirandola. C'est un noble italien qui est réputé pour sa prodigieuse culture. Et d'ailleurs en français, il y a une expression, pas plus très utilisée maintenant, on dit de quelqu'un que c'est un pic de la Mirandole, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait un peu tout sur tout. Donc nous avons ici un humaniste qui accompagne Laurent de Médicis et qui est un de ses amis. Et appuyé sur Laurent de Médicis, donc là on peut imaginer que c'est aussi un ami, eh bien se trouve Ange Policien, qui est un penseur, un humaniste, un philosophe, qui est ami de Laurent de Médicis, mais qui est ami aussi du peintre Botticelli, avec qui il travaille pour la conception des tableaux. Et enfin, justement, puisque nous parlons du peintre, eh bien, il est également présent, il se trouve tout à fait à la droite du tableau, c'est ce personnage, il s'agit donc de Sandro Botticelli, le peintre. Donc ce tableau est intéressant parce que nous avons un tableau qui est a priori un tableau religieux, ça l'est, c'est aussi un portrait de famille qui représente, qui représente les dirigeants, la famille des dirigeants de Florence, avec leurs amis. Et là, nous retrouvons le lien qui existe entre les humanistes, des personnages puissants, qui sont des mécènes, et aussi les artistes. Moi, il y a une chose que je trouve intéressante également dans ce tableau, c'est la présence de Sandro Botticelli. Nous avons un artiste qui se représente sur son tableau. Ça, c'est intéressant. Ça indique que l'artiste devient quelque chose d'important. Laurent de Médicis, naturellement, quand il a vu le tableau, l'a reconnu. Et donc, il a accepté qu'il soit sur ce tableau, ou il lui a demandé ou offert de se représenter. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'artiste, ici, est un personnage intéressant, c'est un personnage important, c'est un personnage qui fait partie de l'entourage d'un homme puissant comme Laurent de Médicis. Et là, justement, nous avons parlé des mécènes, les anciens, les princes et les hommes d'église, les nouveaux, les bourgeois enrichis. Nous devons également parler des artistes. En effet, il y a avec la Renaissance un nouveau statut de l'artiste. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on connaît extrêmement rarement le nom des artistes, car ils ne signent pas leurs œuvres. On considère au Moyen-Âge l'artiste plutôt comme un serviteur du mécène, quelqu'un qui fait partie de ses domestiques. On le considère aussi comme un artisan, comme quelqu'un qui fabrique des objets, mais on ne le considère pas comme un personnage important, qui signe ses œuvres. On le considère comme finalement un simple exécutant. On le considère comme quelqu'un que l'on paye pour faire un travail, exactement comme on pourrait confier n'importe quelle autre tâche à quelqu'un. Et pour autant, on ne signe pas son travail. Eh bien, avec la Renaissance, la situation évolue. La situation évolue parce que les artistes deviennent des gens plus autonomes. Ils vont souvent travailler dans le cadre d'un atelier, c'est dans cet atelier qu'ils travaillent, c'est dans cet atelier aussi que les apprentis sont formés.
Ces ateliers sont indépendants et doivent donc chercher des clients. Et les plus grands ateliers d'Europe, en fait, sont en concurrence pour les plus riches mécènes, les plus riches clients. Ça les oblige à se perfectionner sans cesse, à découvrir sans cesse de nouvelles techniques. Ça les oblige aussi à être particulièrement combatifs, et ces artistes en général ont une forte personnalité. Ces artistes ont aussi une idée d'eux-mêmes qui est différente de celle du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ils se considèrent plus comme des exécutants. À l'époque de la Renaissance, ils se considèrent comme de véritables penseurs. Ils se considèrent comme suffisamment indépendants pour se permettre de réaliser des peintures sans qu'on le leur ait demandé. Ils se considèrent comme suffisamment importants pour réaliser une œuvre qui leur a été commandée, mais à leur manière, comme ils ont envie de le faire. Et pour illustrer justement ce changement dans le statut de l'artiste, nous avons ici un portrait qui est réalisé par un peintre allemand, un des plus grands peintres allemands de l'époque, qui s'appelle Albert Dürer. Et Albert Dürer, ici, fait un autoportrait. Il se peint lui-même, en 1500. Et c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui a l'air de se regarder dans la glace, qui s'examine. On a aussi quelqu'un qui se considère comme important, suffisamment important pour dépenser l'argent nécessaire pour les matériaux d'un tableau, passer le temps à faire un tableau pour se représenter lui-même au lieu de remplir ses commandes. Et ce qui est amusant aussi, c'est la façon dont il se représente. Parce que cette façon très frontale de se représenter, eh bien, normalement, on l'utilise plutôt pour un autre personnage, que voici. Et je ne doute pas que vous l'aurez reconnu, c'est Jésus. C'est souvent la façon dont on représente, dont les artistes représentent Jésus. Eh bien, ici, le peintre s'est représenté, a représenté non pas Jésus, mais lui-même. Encore que vous me direz, quand on regarde les deux visages, les deux coiffures et les deux barbes, la différence n'est pas évidente. Un autre exemple qui montre bien que l'artiste a un statut nouveau et a une importance nouvelle, nous le trouvons ici. Alors ce que vous voyez, c'est un détail, c'est un agrandissement d'une partie d'une statue en marbre, une statue très connue par un artiste également très connu. Voici la statue, elle s'appelle la Pietà, c'est-à-dire la Vierge de Pitié, c'est-à-dire en fait la mère de Jésus au moment où on vient de lui remettre le corps de son fils qu'on a descendu de la croix, elle le tient sur ses genoux et elle pleure. C'est une statue extrêmement célèbre qui date de la toute fin du XVe siècle. Elle est extrêmement célèbre parce qu'elle est d'un réalisme ahurissant. C'est une sculpture qui est grande, c'est une sculpture qui est à peu près de plus ou moins grandeur nature, même plus grande que nature. C'est une sculpture qui est réalisée dans une pierre qui est très dure. Le marbre est une pierre difficile à travailler. Elle est très dure, mais elle peut aussi être parcourue de fissures, ce qui fait qu'on peut facilement avoir des cassures et avoir de mauvaises surprises lorsqu'on sculpte cette pierre. Et pourtant, on a ici une œuvre qui est d'une finesse, d'un réalisme absolument ahurissant. Elle est tellement impressionnante que beaucoup ont douté que celui qui prétendait l'avoir fait, qui est à l'époque un jeune homme, qui a une vingtaine d'années, on a douté qu'il puisse en être l'auteur. Et ce jeune artiste a été tellement vexé qu'on ait pu douter qu'il soit l'auteur de cette statue, qu'on puisse se poser des questions, que de nuit, il est venu sculpter sur cette statue, sur la poitrine de la Vierge, sur une espèce de bande de tissu en travers de la poitrine de la Vierge, il est venu sculpter une inscription en latin que voici, et cette inscription en latin, si on la traduit, voilà ce qu'elle donne, Michel-Ange Buonarroti, Florentin, l'a fait. C'est une signature. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui ne se faisait absolument pas. Là, on a un artiste qui prend la liberté de signer, et de signer de façon très visible, son œuvre. Autre exemple qui vous montre l'importance nouvelle des artistes, nous parlions d'Albert Dürer. Albert Dürer a fait effectivement un autoportrait en 1500 alors qu'il a 28 ans, alors qu'il a 28 ans. C'est loin d'être le premier, puisqu'il s'est déjà représenté à 13 ans,
avec un talent assez impressionnant, à 22 ans, à 26 ans, à 28 ans, et c'est amusant parce qu'on voit le changement physique du personnage, son vieillissement, on voit aussi le changement de mode, et on voit aussi qu'il se considère comme quelque chose d'important, comme un sujet d'étude. Il n'est clairement pas, quand on le voit, un simple exécutant, un simple domestique. Pour achever de vous convaincre qu'il y a vraiment un changement radical avec la Renaissance, nous allons comparer deux textes qui sont très impressionnants par leur différence. Voici un extrait d'un contrat passé entre un peintre italien qui s'appelle Ghirlandaio et des religieux qui gèrent l'hôpital des Innocents à Florence. Ce contrat est de 1485. Que ce jour, le 23 octobre 1485, le dit Francesco s'en remet au susdit Domenico et le charge de peindre un panneau que le dit Francesco a fait fabriquer et a fourni. Lequel panneau le dit Domenico préparera à ses frais, et il doit peindre le dit tableau entièrement de sa propre main, selon le modèle dessiné sur papier, avec les personnages et de la manière qui y sont indiqués dans tous les détails, selon ce que moi, Fra Bernardo, juge le mieux, et sans s'écarter de la manière et de la composition du dit dessin. Et il doit peindre le dit tableau tout entier à ses propres frais, avec des couleurs de bonne qualité et de la poudre d'or sur les ornements comme il se doit, et tous les autres frais encourus par le dit tableau. Et le bleu doit être d'outre-mer, de la valeur de 4 florins l'once. Alors, je pense que vous aurez remarqué que dans ce contrat, l'artiste n'a rigoureusement aucune liberté. Le panneau sur lequel il doit peindre est fourni par le client, le thème a été fourni par le client. De toute évidence, il y a eu une discussion avec un dessin préparatoire que le client a validé, et ensuite on précise quelle doit être la qualité des produits. Enfin, on n'a vraiment aucune liberté ici laissée à l'artiste. L'artiste est vraiment un exécutant. Ce qui est important, c'est ce que veut le client. L'artiste doit s'y soumettre. Maintenant, nous passons de 1485 à 1540. Nous faisons donc un saut dans le temps, d'à peu près d'un peu plus de 50 ans. Nous sommes toujours en Italie, et là nous avons l'extrait d'une lettre de François III de Gonzague, duc de Mantoue, c'est-à-dire que nous avons affaire à un chef d'État, comme le duc d'Urbino, et ce duc de Mantoue écrit à son représentant à Rome, c'est-à-dire son ambassadeur, pour commander une œuvre. Et commander une œuvre à Michel-Ange, le jeune homme au mauvais caractère qui a gravé son nom sur sa statue de la Pietà. Demandez à Michel-Ange de bien vouloir me faire l'honneur de travailler pour moi et de daigner exécuter à son gré une sculpture ou une peinture. Il m'importe peu que ce soit l'une ou l'autre, pourvu qu'elle soit l'œuvre qu'il désire réaliser. Et si par hasard il demande quel sujet nous souhaitons, dites-lui alors que nous voulons seulement une œuvre de sa propre inspiration. On n'est plus du tout dans la même situation. Là, très clairement, ce que veut François III de Gonzague, ça n'est pas une descente de croix, ça n'est pas une annonciation, ça n'est pas un portrait de lui. Ce qu'il veut, c'est un Michel-Ange. Ce qu'il veut, c'est un Michel-Ange. Et là, on voit que ce qui est devenu le plus important, c'est l'artiste. Ce qui est important pour François III de Gonzague, ça n'est pas d'avoir un portrait de lui, encore une fois, ça n'est pas d'avoir un portrait de sa famille, c'est d'avoir un Michel-Ange. Il se moque éperdument de savoir ce que va faire Michel-Ange, tant que ça vient de lui, et tant qu'il peut, dans son palais, se vanter auprès de ses invités, regardez, j'ai un Michel-Ange. Là, vous constaterez qu'on a un basculement total dans la situation de l'artiste. Ça, c'est déjà une première modification, et une première modification importante. De nouveaux mécènes, de nouveaux artistes. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que ces artistes vont, c'est un grand B, contrairement aux apparences, ces artistes vont représenter l'homme et l'espace différemment. On a une transformation non seulement chez les acteurs, mais on a aussi une transformation dans l'art lui-même, dans la façon de représenter. Vous avez ici un tableau, c'est pour ça que j'ai mis le titre en tout petit,
qui est intéressant, c'est un Piero della Francesca, c'est un tableau italien du XVe siècle, qui représente la flagellation. Alors c'est un thème biblique, Jésus attaché à une colonne et fouetté devant Ponce Pilate qui est son juge. Cette scène est intéressante parce que les personnages sont représentés de façon en trois dimensions, comme des statues, et surtout le bâtiment est représenté avec la perspective, avec les trois dimensions, avec la profondeur. Et si vous regardez bien l'architecture, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout une architecture médiévale. On n'est pas du tout dans un bâtiment gothique, on est dans un bâtiment de style antique. C'est logique, puisque nous sommes censés être dans le palais du gouverneur romain, qui est en train de faire fouetter Jésus. Néanmoins, nous avons une architecture antique. Et ça n'est pas un hasard. En effet, les artistes sont en train, comme les humanistes, de redécouvrir l'Antiquité. Les humanistes s'intéressent aux ouvrages de l'Antiquité, aux savoirs de l'Antiquité, et bien les artistes aussi s'intéressent aux productions de l'Antiquité, ils s'intéressent aux œuvres d'art de l'Antiquité, et ce n'est pas un hasard si la Renaissance va beaucoup se développer, et va se développer tôt en Italie, c'est qu'en Italie, vous avez de nombreux vestiges, vous avez des ruines, vous avez des bâtiments encore en bon état, vous avez également, dans des fouilles qui sont faites et qui sont plutôt des chasses au trésor, la découverte de statues, d'objets, de bijoux, qui permettent de voir que l'Antiquité était une période de grande civilisation à laquelle on s'intéresse et qu'on admire. Dans cette diapositive, vous voyez deux vues d'un monument, justement, qui se trouve à Rome, qui est un monument antique, qui est un monument exceptionnel par sa coupole. La coupole fait 43 mètres de diamètre, et elle va rester pendant très longtemps la plus grande qu'on ait su réaliser. Ce bâtiment est un temple romain, il s'appelle le Panthéon, c'est-à-dire qu'il est dédié à tous les dieux. C'est un temple circulaire, surmonté par une coupole de béton, car oui, les Romains savent faire du béton. Et donc cette coupole de 43 mètres est restée pendant très longtemps la plus grande jamais réalisée. Et le bâtiment est solide, il a été conservé jusqu'à nos jours, en servant d'église bien entendu, et ce bâtiment est la source d'un émerveillement pour les artistes, les architectes, les ingénieurs qui se demandent comment les Romains ont bien pu réaliser une merveille pareille. Alors c'est une source d'émerveillement, c'est aussi une source d'inspiration, car des architectes vont imiter le Panthéon. Voici par exemple un palais qui est réalisé au XVIe siècle, et très clairement on s'inspire de la forme du Panthéon. On s'inspire des colonnes antiques. À Rome, on fait, comme je le disais, des fouilles volontairement, parfois on fait des découvertes par pur hasard. Eh bien, c'est une découverte tout à fait fortuite qui a permis de tomber sur des espèces de grottes, c'est comme ça qu'on les a considérées. Aujourd'hui, nous savons que ce sont des parties à moitié démolies et enterrées du palais de l'empereur Néron. Et bien, dans ces grottes, les Romains, oui, de l'époque qui nous intéresse, du XIVe, XVe siècle, découvrent des peintures romaines. Et ils sont émerveillés par ces peintures, suffisamment pour s'en inspirer, et suffisamment pour, du coup, créer un nouveau style, qu'ils appellent le style grotesque, justement parce qu'ils s'inspirent des peintures qui se trouvaient dans les grottes. Ils vont également s'inspirer de l'architecture antique, par exemple des colonnes antiques. Alors les trois colonnes cannelées que vous voyez ici, de l'ordre dorique, l'ordre ionique et l'ordre corinthien sont des colonnes grecques, et puis vous avez à gauche la colonne toscane, qui est une colonne, elle, typiquement italienne, typiquement romaine. Donc on va s'inspirer pour l'architecture des bâtiments antiques, on va abandonner complètement le gothique. Alors le nom de gothique d'ailleurs vient de l'époque de la Renaissance, ça veut dire l'art barbare. On rejette l'art du Moyen-Âge et on s'inspire de l'art antique, on admire l'art antique. On admire l'architecture antique, on admire aussi beaucoup la sculpture antique, car il arrive qu'on découvre des statues comme celle-ci. C'est une sculpture qui a été découverte à Rome en 1506, c'est une sculpture antique, et les artistes de l'époque sont absolument émerveillés par le talent
du sculpteur qui a su reproduire la musculature, qui a su reproduire les mouvements du personnage, les expressions des personnages d'une façon extrêmement réaliste. Donc ce genre de statue va beaucoup influencer l'époque, on s'en inspire. On s'en inspire aussi d'une façon amusante. En effet, on découvre ces statues que l'on découvre, on les découvre sans couleur. Elles sont blanches. Ici, c'est une statue en marbre, donc elle est blanche. Et on pense, à cause de ça, que les sculptures de l'Antiquité n'étaient pas peintes. Au Moyen-Âge, on peint les sculptures. Sur les façades d'églises, vous avez de nombreuses sculptures, elles sont régulièrement repeintes de couleurs vives. Eh bien, lorsqu'on découvre ces statues, qu'on les trouve blanches, eh bien, on se dit, bon, dans l'Antiquité, on ne peint pas les sculptures, au Moyen-Âge, cette époque de barbares, on les peint, eh bien, nous allons faire comme dans l'Antiquité, nous allons cesser de peindre les statues. Ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, les statues de l'Antiquité étaient peintes, mais la peinture, évidemment, avec le temps passé sous la terre, a disparu. Donc voilà, on s'inspire de ces statues et on s'inspire aussi de leur absence de couleur, qu'on pense typique de l'Antiquité, alors que c'est complètement faux. Pour vous montrer qu'effectivement on s'inspire de ces sculptures antiques, voici à peu près une sculpture qui a été faite à peu près à l'époque de la découverte du Laocoon. C'est une sculpture qui a été faite par Michel-Ange, encore lui. Michel-Ange, donc, qui réalise cette sculpture entre 1500 et 1504. C'est une sculpture de plus de 4 mètres de haut, en marbre, qui représente un personnage biblique, qui représente David, le roi David, au moment où il affronte le géant qui est le champion des Philistins, les Philistins étant des ennemis des Hébreux. Il s'apprête donc à affronter un ennemi beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que lui, le fameux Goliath, et on le voit ici au moment où il se prépare au combat. Il vient d'enlever ses vêtements, il tient dans sa main droite la pierre qui va lui permettre de frapper Goliath, et il a une pose un peu déhanchée, il n'a pas une pose figée, il a une pose assez naturelle, et il tourne la tête pour regarder, pour jauger son adversaire. Il a un regard fixe, et il se prépare au combat, il se prépare à frapper son ennemi. C'est une statue qui a été jugée extraordinaire dès l'époque, et d'ailleurs les Florentins l'ont tout de suite considérée comme véritablement un symbole de Florence, comme le symbole de la force, le symbole de la virilité de la cité de Florence. Et c'est une statue qui s'inspire bien entendu, on le voit ici clairement, du style de l'Antiquité, du réalisme du style de l'Antiquité, et qui met en valeur la beauté du corps humain. Les Italiens découvrent aussi où ont conservé des statues équestres d'empereurs romains, des statues faites en bronze, on en voit une ici, eh bien, ils vont là aussi s'inspirer de ce genre de statues. Donatello, par exemple, qui travaille souvent, qui a travaillé notamment pour les Médicis à Florence, eh bien, va réaliser cette statue d'un chef de guerre. Un condottiere, c'est un chef de guerre, donc il réalise cette statue équestre en bronze, qui s'inspire, on le voit, très largement de ce qui se faisait à l'époque romaine. L'inspiration de l'époque romaine, de l'époque grecque, donc de l'époque antique, va conduire à une transformation dans la représentation des corps. Au Moyen-Âge, on ne représente pas de corps déshabillé, on ne cherche pas forcément tellement à mettre en valeur le corps humain. En revanche, avec la Renaissance, c'est quelque chose de très important. Les humanistes, vous l'avez vu, considèrent l'être humain comme une créature exceptionnelle, on considère que c'est la plus belle des créations, et on retrouve ça dans la Renaissance. On le voit par exemple dans ce tableau, c'est un tableau qui représente d'abord des dieux de l'Antiquité, on est dans la mythologie, donc c'est encore Sandro Botticelli qui travaille pour les Médicis, qui les représente, Mars et Vénus. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps de Mars est mis en valeur, on essaie de montrer son élégance, son côté athlétique, mais pas trop, et nous avons une Vénus qui, elle, est représentée, étendue dans une position naturelle. Alors là, évidemment, elle n'est pas nue, mais les courbes de son corps sont mises en valeur. Donc on cherche ici
à mettre en valeur la beauté du corps humain, et on s'inspire de façon très très claire de l'Antiquité. Ça n'est pas une œuvre catholique, hein, loin de là. À ce propos, voici une œuvre qui, lorsqu'elle a été faite, a énormément choqué. C'est une œuvre réalisée au XVe siècle par Donatello, qui travaille lui aussi pour les Médicis. C'est un sculpteur qui ici réalise une statue en bronze d'un personnage biblique, c'est le même thème que le David de Michel-Ange. Simplement, David ici n'est pas représenté du tout au même moment, il n'est pas ici représenté avant son combat contre Goliath, il est représenté après. En effet, il se tient là aussi en position de repos, lui aussi à une position déhanchée, il tient à la main la pierre qui lui a permis de frapper Goliath, mais il tient aussi l'épée qui lui a permis de trancher la tête de son ennemi après l'avoir frappé au front et après l'avoir abattu. Et on peut penser que ce qu'il porte sur son chapeau, ce sont les lauriers de la victoire. Donc on a un thème biblique. Maintenant vous admettrez que ça n'est pas forcément comme ça qu'on imaginait un héros biblique, un roi du peuple hébreu. Il est représenté comme un jeune garçon peu musclé, qui a donc un corps assez androgyne. On a finalement une représentation assez féminine, et surtout ce qui est tout à fait nouveau, et c'est pour ça que ça a choqué, c'est la première fois dans l'histoire de l'art européen, depuis l'Antiquité, qu'on représente un homme nu. C'est le premier nu de la sculpture occidentale depuis l'Antiquité. Et ça, c'est le genre de chose qui a choqué, c'est le genre de chose qui est relativement dangereux. Il faut aussi vous préciser que Donatello est un artiste qui, donc, ici fait une œuvre qui pourrait être très critiquée par l'Église, et par ailleurs, c'est un artiste qui est assez ouvertement homosexuel, ce qui est dangereux à l'époque, car à l'époque, l'homosexualité est passible d'un jugement en tribunal religieux et peut très bien conduire au bûcher. Donc là, on a un artiste qui certes est protégé par la puissante famille de Médicis, mais qui joue quand même un jeu dangereux. Une telle représentation d'un très jeune homme, ça pourrait lui attirer de sérieux ennuis, sans parler du fait qu'il est représenté, que ce jeune homme est représenté nu. Autre exemple qui montre que le corps humain est considéré comme quelque chose de particulièrement beau, harmonieux, qu'il faut mettre en valeur, c'est ici un dessin qui vous montre comment, pour un architecte, le corps humain peut être la source des proportions d'un bâtiment. Donc ici, on s'inspire des proportions du corps humain pour concevoir un bâtiment, pour concevoir le plan d'un bâtiment. Ça, c'est vraiment l'exemple que le corps humain est devenu une référence importante. Donc on redécouvre l'Antiquité, on cherche à mettre en valeur la beauté du corps humain, en s'inspirant cela de l'Antiquité, et on va utiliser pour notamment la peinture de nouvelles techniques. On va utiliser de nouvelles techniques. Ici vous avez un tableau qui n'est pas du tout de l'époque de la Renaissance, mais qui met en valeur ce dont je souhaite vous parler, c'est la représentation de l'espace, c'est la représentation des trois dimensions spatiales. Comment, puisqu'on veut représenter les choses telles qu'on les voit, comment représenter les trois dimensions, comment représenter l'espace? Eh bien, il faut pour cela faire appel à ce qu'on appelle la perspective géométrique. C'est-à-dire que lorsque l'on se trouve par exemple dans un couloir, plus le couloir s'éloigne, plus on est loin de la position d'observation, plus on a l'impression que le couloir se rétrécit. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, eh bien, ce couloir s'étend jusqu'à un point de fuite. C'est ce que vous avez ici sur le dessin de gauche. Vous pouvez voir ici donc un point de fuite à partir duquel partent des lignes rouges, et ces lignes rouges sont les guides pour justement représenter la perspective, pour représenter cette impression que ce qui est loin est plus petit. Cette perspective géométrique, elle est étudiée et elle est décrite de façon précise par un Florentin, encore une fois, qui s'appelle Brunelleschi. On aura l'occasion d'en reparler.
Et cette perspective géométrique va être appliquée pour la première fois de façon parfaite par un jeune artiste qui meurt très jeune, qui s'appelle Masaccio, et qui a réalisé, toujours à Florence, au début du XVe siècle, une représentation religieuse de la Sainte Trinité, qui m'intéresse ici particulièrement pour sa représentation du volume, pour sa représentation des trois dimensions, qui là respecte parfaitement le système du point de fuite, et qui donc maîtrise très bien la perspective géométrique. Donc ça, c'est une première façon de représenter les trois dimensions, le volume, la perspective géométrique. Il y en a une autre. Lorsqu'on veut représenter un paysage, on va utiliser ce qu'on appelle la perspective aérienne. On parle de perspective aérienne, on peut aussi l'appeler la perspective atmosphérique. Qu'est-ce que c'est que la perspective aérienne ou la perspective atmosphérique? Eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est une photo. Vous vous apercevez que plus on s'éloigne dans un paysage, et plus le relief, les montagnes ici, apparaissent à la fois claires, on a l'impression qu'on a un dégradé vers des couleurs de plus en plus claires au fur et à mesure qu'on s'éloigne, et on a aussi des contours qui sont plus flous. Ça, c'est dû à la densité de l'air, c'est dû éventuellement à la brume. En tout cas, si vous voulez rendre cette impression dans un paysage de profondeur, de distance, eh bien, il faut éclaircir les couleurs et il faut rendre plus flous les contours. C'est ce qu'on appelle la perspective aérienne, et c'est quelque chose que les artistes utilisent. On va évoquer un de ces artistes. Vous avez reconnu évidemment son œuvre, elle est célèbre. Il s'agit de Léonard de Vinci, et il s'agit ici d'un portrait, La Joconde. Alors c'est un portrait très connu, malheureusement c'est un portrait dont le vernis a mal vieilli, il a jauni, il a craquelé, il faudrait restaurer ce tableau, c'est évidemment très délicat. Si on enlevait le vernis, voilà ce qu'on verrait. Et on verrait des couleurs beaucoup plus marquées, et on verrait au fond un paysage qui aujourd'hui est un peu gâché par justement ce vernis qui a jauni et qui obscurcit le tableau. On verrait un paysage qui respecte cette perspective aérienne et qui, plus on s'éloigne, devient flou et pâle. Puisque nous avons sous la main le tableau de Léonard de Vinci, j'en profite pour vous signaler une chose. Les tableaux sont réalisés, ça aussi c'est une nouvelle technique, avec des peintures à l'huile. Au Moyen-Âge, on utilise notamment des peintures différentes qui sont à base de blanc d'œuf. Alors c'est une technique qui est efficace, qui permet d'avoir une peinture qui tient bien, mais le problème c'est que c'est une peinture qu'il faut achever rapidement. L'avantage, parce qu'elle sèche vite. L'avantage de la peinture à l'huile, c'est qu'elle sèche plus lentement, et ça permet de travailler plus longtemps, ça permet de nuancer davantage, ça permet de multiplier les couches de peinture, et ça permet donc d'avoir des détails plus fins, d'avoir des dégradés plus soignés. Et justement, le dégradé est une spécialité de Léonard de Vinci. Quand vous regardez le visage ici de la Joconde, vous vous apercevez qu'on ne voit absolument pas les traits. On ne distingue pas les traits, on ne distingue pas les coups de pinceau. Léonard de Vinci travaille avec des épaisseurs de peinture quasi microscopiques. Il travaille extrêmement lentement, il retouche ses tableaux extrêmement souvent et extrêmement longtemps pour obtenir cette impression de flou, pour obtenir cette impression de brume qui entoure le personnage. Et cette technique, c'est ce qu'on appelle le sfumato. On a l'impression qu'il y a une sorte de brume, de brouillard qui enveloppe le visage, où tout est un peu plus flou, tout est un peu moins net. Et c'est le résultat d'un travail extrêmement important de Léonard de Vinci, qui multiplie les couches de peinture microscopiques par dizaines pour arriver à cette peinture où on ne voit pas les coups de pinceau. Donc là, c'est intéressant, encore une fois, nouvelle technique, la peinture à l'huile, peinture donc qui sèche lentement, contrairement par exemple à la fresque, la peinture qu'on va faire sur un mur, et qui permet donc de faire un travail beaucoup plus subtil, plus dégradé, avec des transparences, et de ce point de vue-là, Léonard de Vinci est passé maître dans l'art de l'utilisation de la peinture à l'huile. Pour l'anecdote, on a découvert
Et ça permet de savoir d'ailleurs à quoi ressemblait le tableau de la Joconde avant de s'abîmer et de vieillir. On a retrouvé au musée du Prado à Madrid un tableau qui, de toute évidence, est une copie de la Joconde. Alors c'est assez amusant parce qu'apparemment un artiste s'était amusé à peindre la Joconde sur un fond noir. Ça c'est ce qu'on croyait avant de restaurer le tableau. Et en fait, en restaurant le tableau, on s'est aperçu que le fond noir avait été rajouté, et que ça n'était pas du tout le fond d'origine, et on a découvert un tableau complètement différent, que voici. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ce tableau, qu'on pensait être une copie, est bien une copie, mais une copie qui a été faite par un élève de Léonard de Vinci, sans doute en même temps que Léonard de Vinci peignait lui-même. Et ici, il me paraît intéressant parce que ce qu'on voit, quand on regarde le fond qui a été bien préservé, puisqu'il a été recouvert par une couche noire, puisqu'il a été restauré, eh bien on s'aperçoit quand on regarde le paysage au fond qu'on a exactement cette perspective aérienne, ça s'éclaircit, ça devient plus flou au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Nous avons évoqué les nouvelles techniques, les techniques pour simuler le volume, la profondeur, la distance, perspective géométrique, perspective aérienne. Nous avons évoqué aussi la peinture à l'huile, qui est une technique nouvelle qui permet de peindre beaucoup plus finement, avec beaucoup plus de dégradé et de transparence. Nous avons aussi, à cette époque-là, parallèlement à l'imprimerie, qui je vous le rappelle se développe, vous avez aussi le développement des gravures. On peut de plus en plus faire des illustrations qui sont susceptibles d'être imprimées en même temps que le texte. Pour arriver à réaliser ces tableaux, eh bien, on peut graver une plaque de bois, et cette plaque de bois va servir de... On va ancrer la plaque de bois et elle va servir de tampon pour réaliser cette scène sur une feuille de papier. Ça donne déjà des résultats impressionnants. Vous avez ici un travail d'Albert Dürer, dont nous avons déjà rencontré les œuvres, mais ça donne des résultats encore plus spectaculaires si on grave une scène sur une plaque de cuivre. Car avec le métal, on peut graver beaucoup plus finement, on peut donc avoir beaucoup plus de détails, et on peut aussi avoir bien plus d'exemplaires imprimés, car le métal va s'user beaucoup plus lentement que le bois. Et voilà une nouvelle technique qui va se développer, là aussi à cette époque-là, à la Renaissance, une technique qui permet eh bien, de reproduire des œuvres à plusieurs exemplaires, de la même façon qu'on est capable d'imprimer des livres. Donc nous avons là toute une série de techniques qui permettent de transformer les réalisations artistiques. Nous avons abordé ici les changements chez les acteurs, dans les thèmes, dans les techniques. Il nous reste à évoquer les différents foyers de la Renaissance, et c'est ce que nous aborderons dans la vidéo prochaine. Sur ce, au revoir.